Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le grand public vous a découvert grâce à Nulle part ailleurs. Vous avez un jour décidé de vous éloigner de la télévision pour vous consacrer à votre vraie passion, la littérature. Vous publiez aujourd'hui la biographie d'un maître du genre, une histoire que depuis plus de 6 décennies, on a trouvé nulle part ailleurs. Bonjour Agnès Michaud. Bonjour. Eh oui, le lien a été facile, mais... Eh oui, mais bravo. Ce livre, c'est 8 semences vivants, un pavé de 700 pages au Cherche-Midi, qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais votre parcours est atypique et le principe des clés d'une vie est de raconter des parcours à travers des dates clés. Donc je vais commencer avec la première date clé, qui est le 5 janvier 1977. Ça ne vous concerne pas directement, mais c'est important, car ce jour-là, dans Les Visiteurs du mercredi, on diffuse pour la première fois ce feuilleton. Blanche. Vous allez me faire pleurer. C'est une série suédoise, l'amitié entre deux enfants de 10 ans, qui vous a marqué, je crois. Oh là là. Je ne sais pas comment vous dire. Chaque fois que ça commençait, ce générique qui était d'une sorte de douceur à la Bergman, cette petite fille absolument blonde alors que j'étais absolument brune, tout en blondeur, et vous voyez ces couleurs suédoises gustaviennes, là, c'est presque flou à la Bilitis, avec sa petite pierre dans la main. Oui, en fait, j'allais dire, je crois que ça compte esthétiquement dans ma vie. C'est bizarre de dire ça, mais oui, c'était un truc. Bon, alors évidemment, les gens de la même génération que moi se souviendront peut-être, les autres vont pas du tout comprendre de quoi on parle. Mais oui, La Pierre Blanche, ça a été très important. Il y a 2 séries très importantes dans ma vie. Il y a La Pierre Blanche, et il y a Colombo. Voilà. Et Colombo n'a pas rien à voir non plus avec la manière dont parfois je fais des livres, c'est-à-dire en menant des enquêtes. Et bien, il y a une autre série comme Colombo, j'ai découvert, ça s'appelle Monk. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais Monk. Oui, c'est pas mal, c'est original. Le personnage est très original. C'est une écriture particulière. C'est pas si souvent. Voilà, exactement. Alors, ça, c'est 10 ans, et ces 10 ans, vous les passez en Touraine. Je crois que vous êtes né à Chinon, et vous avez grandi à Tours. Alors, je suis née à Tours, oui, aux Dames Blanches, près des Halles. Et j'ai grandi sur la commune limitrophe qui est Joué-les-Tours, tout près du château de Candé. Vous savez, le fameux château où ce roi d'Angleterre qui avait abdiqué, je me lance pas dans les numéros, j'ai peur de me tromper, l'époux de Wallis Simpson a longtemps habité. Exactement. Alors, il se trouve que les Dames Blanches, dans l'Antiquité, c'était un embarcadère au bord de la Loire, qui est devenu un quartier. Et c'est là que vous grandissez entre un père instituteur et une mère prof de sport. Donc, c'est oui, l'enseignement au départ pour vous. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas, peut-être... Qu'est-ce qu'il y a de privilégié à avoir un papa instituteur, par exemple ? Ben moi, j'aimais beaucoup parce que mon papa, il avait cette espèce d'éducation républicaine à l'ancienne des instituteurs. C'est-à-dire, il connaissait le nom des plantes et des oiseaux. Pas que ça, hein. Mais j'avoue que je me rends compte maintenant à quel point je connais le nom des plantes et des oiseaux et que c'est pas si courant. Non, et ce qui n'est pas si courant non plus, c'est votre éducation littéraire, car on lisait beaucoup à la maison et vous avez beaucoup lu dès votre enfance. Oui, mes parents lisaient, on n'avait pas une bibliothèque, j'allais dire, de Parisiens, mais on avait la solide bibliothèque des Hussards de la République, donc Victor Hugo. Oui, les 18 volumes intégrales, vous les aviez, et vous les avez lus entre 10 et 12 ans pratiquement. Alors bon, sans me vanter, mais c'est la réalité, donc je vais le dire, j'ai tout lu à 10 ans. C'est fou, hein. Et donc, l'anecdote est marrante, mais ça a été un vrai compagnon, Victor Hugo. Donc, quand je suis rentrée en 6e, pour m'aider à supporter la vie, peut-être, j'écrivais mes vers préférés de Victor Hugo sur des petites paperoles que je roulais et que je mettais dans mes poches. Et de temps en temps, j'en sortais une, je la déroulais, je la lisais, ça me réconfortait comme un bon bec, quoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Hugo, lui aussi, était un enfant précoce. C'est-à-dire quand il arrive à l'école à 7 ans, le maître lui montre un texte, il le décrypte tout seul, et ensuite, il sait lire alors qu'il n'a reçu aucun enseignement. Oui, alors moi, je me souviens pas. Non, je crois que moi, j'ai appris à lire à l'école. Après, la précocité chez les enfants, en tout cas chez les écrivains, c'est pas explicable. Je pense qu'on est un certain nombre, je ne sais pas comment le dire autrement, à être né avec la grammaire. C'est-à-dire que la langue ne nous est pas une chose étrangère qu'il faut apprendre, intégrer, mais c'est une donnée de soi. Puis le grand amour de votre jeunesse, je crois, Agnès Michaud, c'est Rimbaud. Ah oui, c'est Rimbaud. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, j'ai fait comme...
Je suis comme tout le monde, je suis vieille, mais sur les réseaux sociaux, le premier truc que je poste aujourd'hui, c'est l'automne déjà. Vous voyez, le texte Adieu d'une saison en enfer. Oui, Rimbaud, depuis que j'ai 11 ans, c'est tout le temps. Voilà. Tous les ans, je relis. Voilà, c'est vraiment... je ne sais, c'est dans toutes les cellules de mon corps, quoi. Alors ça c'est Rimbaud, la littérature, l'amour des lettres, et après des études classiques, je crois, au lycée Paul Langevin, le collège de la Rabière et le lycée Grandmont, Paris, Henri IV quand même, c'est pas si facile que ça. C'est ça, les enfants qui sont nés avec la grammaire finissent à Henri IV, c'est comme ça. Et vous intégrez Normal Sup au départ? Ah non, j'intègre pas Normal Sup. Non. Vous auriez pu intégrer Normal Sup. J'ai été jusqu'à l'oral, et puis l'épreuve de culture générale m'a tuée. Ah bon? Voilà. Oui, j'ai eu 4. Oui. J'ai eu de très bonnes notes par ailleurs, mais j'ai eu 4 en culture G, ça a été éliminatoire pour moi. Est-ce que c'est un regret? Non. À l'époque, ça a fait un petit vide, vous savez, une petite dépression postpartum, parce que comme le travail est intense, quand ça s'arrête tout d'un coup, on est un peu genre au bord des larmes. Mais la vie s'est faite autrement, et en fait, bon, après on dit ça quand on est vieux, mais les choses qu'on a ratées et qui donc nous orientaient vers une direction, finalement ça m'a amené sans doute à la télé après par exemple. Oui, mais il se trouve quand même que vous avez fait une thèse de 3e cycle qui évoquait les écrivains anglo-saxons dans la Venise du 19e siècle. Alors je ne l'ai pas fini non plus celle-là. Ça c'était ma passion. J'ai habité 1 an à Venise. Et j'avais déjà fait un mémoire sur John Ruskin, auteur anglais un peu oublié, que Proust aimait beaucoup, puisqu'il traduit, enfin surtout sa mère, la Bible d'Amiens. Et cet écrivain a écrit un livre qui s'appelle Les Pierres de Venise. Donc j'étais partie à Venise normalement pour un peu terminer tout ce travail. Et puis, il se trouve qu'à Venise, l'université Ca' Foscari a sa bibliothèque avec des baies vitrées dans le virage du Grand Canal. Je défie quiconque d'arriver à travailler. Moi, je passais mon temps à regarder par la fenêtre et à regarder la lumière changer sur le Grand Canal. Enfin, c'était impossible, donc j'ai pas fait grand-chose. Mais oui, ça a été une passion. Et puis, ma deuxième passion, c'est la littérature anglaise. Donc... Voilà, j'étais bien. Donc ça, et je crois que la première fois en arrivant à Venise, vous avez posé votre valise et vous avez commencé à pleurer, Agnès Michaud. J'ai pleuré d'émotion. J'ai eu une émotion. Pourtant, le quartier de la gare, tous les gens qui sont arrivés par le train à Venise se disent « Ouh là, c'est pas le plus génialement beau », mais ça m'a saisi en fait. C'est inexplicable, c'est peut-être l'âge aussi. Est-ce que maintenant, si c'était la première fois, ça me ferait ça? Sans doute pas. Après, on apprend à aimer Rome et Naples, vous voyez. Oui, enfin Venise, vous parliez des écrivains anglais, il y en a pas mal qui ont vécu là-bas. Il y a Lord Byron qui a vécu là-bas et Charles Dickens qui a vécu à Venise. Oui. Donc, est-ce que ça les inspirait? On ne sait pas trop. Toute l'Europe est venue à Venise. C'est un peu la tarte à la crème du 19e, même du début du 20e. Oui, il y a eu cette espèce de goût... c'est le côté fin de siècle, un peu morbide, vous voyez, cette ville un peu agonisante, voilà. Elle n'a pas toujours été ça, au 18e, c'était une ville très gaie de casinos, de prostitution et de gai commerce, mais on a beaucoup, c'est mort à Venise, voilà, bon. Mais c'est pour ça que je dis c'est un goût qu'on a quand on est jeune, où on est peut-être encore dans l'adolescence un peu gothique. Et puis après, en vieillissant, effectivement, on apprend à aimer des villes italiennes plus vivantes. Vous voyez ? Enfin, Venise. Mais j'aime toujours Venise. Ça permet de combler quelques lacunes littéraires aussi. Bravo. Alors, il y a eu Philadelphie aussi, car vous avez été aux États-Unis. Oui. Pourquoi, Agnès Michaud ? J'étais au pair à Philadelphie. Je vais raconter que des trucs bizarres. Et en fait, j'avais réussi à négocier avec mon professeur à la Sorbonne, Monsieur Pétillon, qui était le frère du dessinateur. Je devais faire un mémoire à l'époque, c'était avant que je m'intéresse à Ruskin, sur Henry James. Et il connaissait un prof à Princeton, vous voyez, Princeton et tout ça. Et j'avais la possibilité d'y aller un peu gratuitement, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc j'y suis allée un peu, parce que de Philadelphie, bon, c'est pas très loin. Et puis pareil, j'ai un peu laissé tomber au cours de route. C'est honteux ce que je raconte. Non mais c'est vrai, c'est honteux. Mais c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai préféré aller visiter le pays amish que d'aller à Princeton. C'est bizarre la vie quand même. Mais en même temps, à l'époque... Mais c'était très joli, Princeton. Les gens qui peuvent se payer Princeton et intégrer Princeton sont très chanceux. Mais en même temps, vous avez observé tous ces lieux-là qui sont restés dans votre mémoire et qui vous ont été utiles pour vos livres. Oui, bien sûr. Mais j'ai de la famille aux États-Unis. Pas dans ce coin-là. J'avais un oncle et une tante qui malheureusement sont morts maintenant, mais j'ai toujours mes cousines et donc
des petits-neveux, à Détroit. Donc, vous voyez, c'est autre ambiance. Mais j'aime beaucoup ce coin. Vous cherchiez votre voie à l'époque? Parce que l'enseignement, c'était normal avec vos parents. Oui. Je crois que je voulais, à l'époque, je voulais surtout pas. Et aujourd'hui, où je donne quand même pas mal d'ateliers d'écriture, et donc, d'une certaine façon, je suis un peu prof. Je me dis, c'est quand même un super beau métier, bon, qui demande beaucoup et qui vide beaucoup quand on le fait sincèrement. Mais quelle joie de transmettre. Je pense que, à la vérité, quand on écrit des livres, il y a de ça, quoi. Parce que c'est quand même transmettre. Sinon, si c'est juste pour le plaisir de l'ego, enfin, en tout cas, c'est pas pour ça, quoi. Je m'en fous. Mais l'écriture, ça vous tentait? J'osais pas, je crois, j'y pensais pas. J'ai été une ado qui a dû écrire des poèmes comme tout le monde. Je tenais un journal, mais à 17 ans, vraiment, je trouvais que vraiment ce que j'avais écrit dedans depuis l'âge de 11 ans, c'était vraiment gnangnan. Donc je l'ai brûlé. Oui. J'en avais honte, je crois. Et puis, ça s'est fait quand ça devait se faire. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que plus je vieillis, plus je fais des progrès. Donc, c'est bien. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est de continuer à parler avec vous de votre parcours à travers la date du 17 juillet 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Agnès Michaud. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agnès Michaud. Nous parlerons tout à l'heure de ce pavé passionnant et passionné, 8 semences vivant au Cherche-Midi, une biographie extraordinaire d'un homme qu'il faut découvrir. On en revient à votre parcours, puisqu'on découvre votre parcours. 17 juillet 1993, votre première télé, dans le journal de France 3 de 19h, vous évoquez le dictionnaire de la misogynie. Ah oui, vous avez la date et tout. Alors là, je m'en souvenais absolument pas de ça. Oui, premier livre, une petite pochade sympathique, dictionnaire de citations misogynes. Oui. On revient de loin quand même. C'est si je refeuilletais ce livre, je dirais, mais c'est fou quand même. Mais comment c'est ce venu, qu'on a pourquoi pu écrire, ça c'est une sorte de hasard d'éditeur. En fait, si j'étais très honnête maintenant, je pense que quand ça va, j'étais pas trop moche à regarder. Alors de la part des éditeurs, il y a toujours ce truc un peu. Bref, j'aurais pu être une bonne cliente pour vendre un livre et faire des plateaux et voilà. Ouais. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait cet ouvrage qui était très drôle à faire et puis qui m'a ouvert des portes. Voilà. Après, on était très très loin de la littérature, quoique. Vous citez Baudelaire. C'est ça, oui. Et dans cette émission de télé, vous citez Guitry. Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. C'est ça, Guitry, l'art de la formule. En fait, Guitry, il n'a jamais été heureux en amour, c'est pour ça qu'il écrivait contre les femmes. Et il disait qu'il faut beaucoup aimer les femmes pour avoir le droit d'en dire du mal. Il y a une part de vérité là-dedans. Mais je ne sais pas si ça passerait autant aujourd'hui. Oui, mais il faut se détendre. L'époque parfois est un peu crispée, mais... Et alors, la sortie de ce livre va avoir des conséquences, Agnès Michaud, que vous n'imaginez pas. Écoutez. Le générique de Nulle part ailleurs. Et ça, je crois que vous devez votre première émission à ce livre. Et c'était dramatique en coulisses. Vous en étiez malade, je crois. J'ai toujours le trac. Même là, devant vous, j'ai le trac. Peut-être ça s'entend pas, mais je cache bien mon jeu. Alors, j'avais fait la semaine précédente Bouillon de culture. C'est énorme. Et je suis invitée à Nulle part ailleurs. Donc c'est dans l'ancien studio, celui qui est en faux marbre, voilà. Et c'est Philippe Gildas qui m'interviewe. Alors là, c'est indescriptible, parce que d'abord c'est une chaîne que je regarde depuis sa création. Gildas, je l'entendais déjà sur Europe 1 quand j'étais jeune, enfant. Et alors, l'émission se passe, et le truc très étrange, que je n'ai appris que des années plus tard, parce que j'ai partagé mon bureau avec Philippe. Pendant quelques années à Canal, on était tous les deux dans un bureau. Et un jour, il m'a lâché le morceau. Il m'a dit, tu sais que ce soir-là, t'as passé un entretien d'embauche. En fait, c'était pas du tout une émission, une interview. Oui. Et en fait, en sortant de l'émission de Greffe, il y avait Antoine, Philippe. On me dit, on cherche des gens pour l'année prochaine. Est-ce que ça vous intéresse? Faudrait qu'on se revoie. Moi, j'avais jamais pensé, mais vraiment jamais. Alors là, mais jamais penser travailler à la télévision, c'était très très loin de moi. C'était très inattendu d'être en promo pour un livre et puis à la fin de l'émission d'entendre ça.
Donc bon, j'ai passé une semaine chez moi un peu bizarre à me dire oh, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là-dedans? En fait, j'hésitais parce que j'étais terrorisée à l'idée de pas être capable et de pas savoir faire. Donc je me suis dit ah ça c'est peut-être une bonne raison pour dire oui. Donc on s'est revus et j'ai dit oui. Il faut savoir que Nulle part ailleurs, ça a été lancé le 31 août 87 et c'était Alain Souchon le premier invité pour votre culture personnelle et le titre viendrait de Jérôme Bonaldi qui employait souvent cette expression dans son émission Direct. Voilà. Oui, c'est vrai, Philippe disait toujours cette émission doit tout à Jérôme Bonaldi, voilà. Donc de son titre. Et vous allez faire des chroniques. Alors là, vous allez inventer une forme de chronique, d'interview, que tout le monde a repris aujourd'hui et que vous êtes la première à faire, c'est-à-dire une interview fouillée avec des questions pas toujours gentilles, mais avec le sourire, Agnès Michaud. Oui, des vraies questions, quoi. Oui. Après, quand même, le principe à Nulle part ailleurs, c'est on n'invitait pas les gens pour en dire du mal. Philippe disait toujours, il avait totalement raison, c'est comme un dîner à la maison. En fait, on invite des gens qu'on aime bien à un dîner, sinon le dîner, c'est vraiment pénible. Donc, c'était quand même ça, et la caractéristique quand même de l'émission, je tiens à le dire, parce que ça n'est pas légendaire et ça n'est pas du baratin, c'était la totale liberté qu'on avait de choisir, notamment pour les livres, de choisir des livres parce qu'on les avait lus et parce qu'ils nous plaisaient, et ça c'est rare. Oui, c'est de plus en plus rare, je vous le confirme. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose d'étonnant parce qu'avec le sourire, vous posiez des questions et on vous répondait. Mais franchement, et il y avait des jours où quand même Antoine Decaune et compagnie vous déguisaient d'une façon assez étonnante, Agnès Michaud. Moi, je crois que je me souviens d'une émission où c'était en lapin ou en créateur de l'espace. Oh là là, mais oui, j'ai tout fait. J'ai fait le lapin. Ça, c'était dans une émission où je me déguisais beaucoup. En fait, c'était très chouette. Vous voyez, il y a un vrai destin parce que quand j'étais toute petite fille, je passais mon temps déguisée. J'adorais me déguiser. Peut-être j'aurais dû devenir actrice, en fait. Je passais mon temps déguisée. Alors, de nouveau, me déguiser, moi, ça a toujours été la fête de me déguiser. Et quand j'écris, peut-être qu'il y a de ça aussi. C'est-à-dire, je rentre dans les personnages, quels qu'ils soient. Du coup, je suis déguisée. Voilà. Et en plus, vous dites, Philippe Gildas, c'était un mentor formidable. On ne peut pas plus faire gentil et professionnel que Philippe Gildas. Ah, Philippe Gildas, c'est inoubliable pour moi. Et c'était génial parce qu'il était très occupé, il y avait Ellipse et tout ça. Donc dans le bureau, il arrivait le matin, on discutait, hop, il repartait à Ellipse et tout. Et ces moments de discussion étaient toujours intéressants. Enfin, j'ai eu une chance folle, en fait. Et d'ailleurs, c'est lui qui était à l'antenne à Radio Luxembourg quand un journaliste arrive pour annoncer la mort de Jean XXIII, dit « Le pape Aymar se reprend, le Saint-Marc est père ». Et il n'a jamais pu annoncer la mort du pape. C'est un morceau d'anthologie à la radio. C'est vrai, je me souviens, oui. Alors, il se trouve aussi que dans le bureau un soir, le téléphone sonne et on va vous parler d'un film. Life, l'arbre de vie. Car ce jour-là, vous avez un coup de fil que vous n'attendiez pas. Ah oui, alors ça c'est de l'anecdote en or. J'avais fait un documentaire avec Frédéric Benudis sur Stanley Kubrick. Et je ne sais pas si c'est la spécialisation dans les cinéastes invisibles, mais je décide, et cette fois-ci sans Fred, de faire un documentaire sur Terrence Malick. Et donc l'idée toujours quand on fait un documentaire, c'est de pouvoir interviewer le réalisateur. Un peu fantomatique, où il y a plein de légendes comme quoi il se déguise et qu'en fait il est là tout près et qu'on ne le voit pas. Et j'envoie une sorte de lettre à un type de Variety en lui disant vous avez fait paraître une interview, est-ce que vous pouvez lui transmettre ma demande, etc. Et en fait, non, il transmet une sorte de mentor mécène, un type dans l'informatique qui finance un peu, je crois, les films de Terrence Malick. Et je suis dans le bureau, fin de journée, Canal, ambiance joyeuse. Après Nulle part ailleurs, on est là, on déconne dans le bureau, tout ça, au lieu de rentrer chez nous, parce qu'on était tellement bien, on rentrait jamais chez nous. Et le téléphone sonne, je décroche et j'entends « Hi, it's Terry Malick ». Et là... Très franchement, je crois à une mauvaise blague. Je pense, oui. Et j'ai un moment d'arrêt, et ça continue, et je comprends que c'est vraiment lui. Et là, mes camarades qui étaient en train de faire la roue, faire je sais pas quoi, du bruit, je fais des grands signes pour qu'ils se taisent, et la conversation a duré 2 heures. Carrément. Ouais.
Alors là, tout y est passé. Hawthorne, Walt Whitman, on a parlé de poésie, de trucs. En fait, c'est toujours pareil. Ces gens-là qui n'aiment pas donner d'interview, je pense, c'était un peu déjà le cas sur le Kubrick, ils vous sondent pour savoir si vous leur plaisez. Ou alors si vous allez être le journaliste comme tout le monde, qui va leur poser les mêmes questions que tout le monde. Et ben, ma connaissance de la poésie américaine m'a sauvée. Et du coup, alors évidemment, nous n'avons pas obtenu d'interview, mais à la fin de cette conversation, elle a dit, bon, je vais contacter tous les gens, vous allez me faire une liste, tous les gens que vous voulez voir, je les contacte et vous les verrez. Ce qui était extraordinaire. Et avec cette sensation aussi que pendant tout notre voyage américain avec l'équipe, quand on allait interviewer Sissi Spacek, la costumière, le machin, il était toujours derrière nous. C'était très étrange quand on arrivait dans un hôtel. On était à peine arrivés. Tac, j'avais un coup de fil. J'espère que vous êtes bien installés. Ah bon? C'était super étrange. Hein, et c'était une aventure extraordinaire. Ça, c'est... quelle anecdote. Il a vu le film? En fait, je ne sais pas, mais il n'a pas appelé pour dire qu'il était mécontent, donc je pense que ça allait. Oui, c'est un personnage tellement mystérieux que à Cannes, il n'a même pas voulu recevoir une palme d'or, il a envoyé quelqu'un. Et alors, il a vécu à Paris, ce qu'on ne sait pas. Oui, il a vécu à Paris. Il était supporter du PSG. Oui, il a vécu à Paris. Je crois qu'il a même étudié à la Sorbonne à Paris. Et souvent, je suis dans Paris et je me dis, ça se trouve, il est là et je ne le vois pas et ça le fait marrer. Voilà. Bon, si tant est qu'il me reconnaisse, c'est une autre histoire. Mais oui, ça, c'est des moments exceptionnels dans une vie. Voilà. Il y en a eu d'autres dans votre parcours et j'en ai relevé un qui est une date, le 2 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Agnès Michaud. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agnès Michaud. Nous parlerons tout à l'heure de ce pavé, 8 semences vivants au Cherche-Midi, qui est un livre auquel vous avez consacré 1 an et je crois presque 24 heures sur 24. Mais vous savez, Jacques, sous les pavés, la plage. Et oui, justement, on a une plage, non pas de publicité, mais d'entretien, à travers la date du 2 octobre 2024. Alors, c'est un atelier d'écriture que vous ouvrez en 12 leçons jusqu'au mois de décembre, 2 heures intenses de 9h30 à 11h30. Et ça, les ateliers d'écriture, c'est presque une seconde vie pour vous. C'est-à-dire que au départ, je voulais pas le faire. Hein. Je suis vraiment une fille bizarre. Non, je voulais pas du tout, j'y croyais pas. Je trouvais que c'était un truc très anglo-saxon. Les anglo-saxons ont toujours ce truc très pragmatique, voire un peu technicien, qui me dérange dans les activités artistiques. Mais finalement, Alexandre Lacroix, qui a fondé cette école qui s'appelle Les Mots et qui existe toujours avec succès, a réussi à me convaincre. Donc j'ai tenté le coup. J'ai trouvé ça formidable. Et je crois que le contact avec les gens qui viennent... après c'est un caractère, hein, mais moi quand je vois quelqu'un qui progresse et qui se rend compte qu'il progresse et qui a une lumière différente dans l'œil, j'adore. Alors, il se trouve que qu'est-ce que vous faisiez dans les ateliers? Tout simplement, vous donniez un thème et ensuite il y avait la liberté du futur auteur. Oui, c'est-à-dire en fait l'idée, moi ce que je fais le plus, c'est que je fais travailler les gens avec des photographies pour les délivrer de l'angoisse de la page blanche. Donc ils ont un cadre, c'est-à-dire une photographie qui est donc une mise en scène, mais dans cette mise en scène de la photographie qu'ils ont besoin de décrire, etc., ils ont la liberté. Et en fait, ils font l'expérience d'une chose qui est quand même dans la vie assez utile, c'est qu'on peut toujours trouver sa liberté dans un cadre. Donc, je pense que ça fait du bien. Voilà. Et la littérature, pour vous, c'est venu à la fin de la télévision. Je crois que vous avez quitté Canal en même temps que Pierre Lescure. Ah bah oui. Ça semblait logique. Ça ne nécessite presque pas de commentaires. Et donc, vous avez décidé de vous consacrer à la littérature, ce qui était finalement votre rêve de toujours, même inconscient? Non, alors franchement, j'ai pas du tout rêvé d'être écrivain. J'ai rêvé d'être monteuse de cinéma, ça oui, j'ai rêvé d'être monteuse de cinéma. À Tours, vous alliez depuis l'âge de 11 ans au ciné-club avec votre carte. J'allais au studio qui existe toujours et je fais de la publicité pour les studios à Tours. C'est un cinéma formidable qui a éclairé ma vie. Alors j'y allais mais tellement, j'y allais au moins 3 fois par semaine, 4 fois, 5 fois. J'y passais tout mon mercredi après-midi passant de salle en salle. C'était 5 francs l'entrée. Je parle en France, c'est horrible. Mais c'était 5 francs l'entrée quand on avait la carte annuelle. Et donc, je passais d'un Chris Marker à un Spielberg, à Kurosawa, Godard.
c'est une culture étrange quand on fait ça. Il n'y a pas de chapelle. On prend tous les cinémas et puis après on se dirige vers les cinémas qu'on préfère. Mais oui, c'était ma vie. Je rêvais d'être monteuse de cinéma. Et alors je prépare l'IDEC et ça ferme. Encore un destin. Voilà, oui, mais Voilà. vous auriez pu quand même être monteuse, ça s'apprend ailleurs qu'à l'IDEC. Bah, ça s'apprend ailleurs qu'à l'IDEC, je sais pas. Après, du coup, je suis allée en prépa. Et puis après, vous voyez, on est mal embringué. Après, il y a eu la fémisme, pas tout de suite après l'IDEC. Et donc, j'avais appelé Jean-Claude Carrière, qui était le directeur. Et il me dit, mais viens 3 jours, tu vois si ça te plaît. Bon, ça m'a pas plu. Voilà. Ça m'a pas plu parce que je sortais de prépa, du concours de Normal Sup. Et il y avait beaucoup de cagneux quand même à la Fémis. Et je sais pas, je crois que je saturais un petit peu. Bon, bah voilà, c'est la vie. Je ne suis pas monteuse de cinéma. Non, mais vous êtes libre et libre grâce à la littérature, car les livres vous ont permis d'avoir cette liberté. Oui, puis je monte des mots. Hein, c'est un peu le même métier. Hein. En fait. C'est autre chose. Comment c'est venu cette envie d'écrire des livres? Bon, je sais pas, le hasard. Le hasard, le fait que René Guiton chez Hachette m'a mis le pied à l'étrier en me commandant un livre et c'est horrible, je lui ai ri au nez quand il m'a appelé, j'étais à Canal, il me dit oui, ça va être les 100 ans de, je sais plus, la mort ou la naissance d'Élisabeth d'Autriche, si, donc on aimerait, si ça vous dit, que vous fassiez un roman. Si, poif. Et puis après, je me suis dit, non, mais t'es complètement stupide. T'y connais rien, en fait. Ah, si. Alors j'ai toujours ce mouvement de... Je me dis, mais en fait, je n'y connais rien. Donc vraiment, ça se trouve, c'est très intéressant. Donc j'ai dit oui. Et c'était très intéressant. Et j'ai fait ce roman. Et oui, je tiens à le saluer aujourd'hui, parce que René Guiton, c'est vraiment lui, en fait, qui m'a ouvert la porte de la fiction. J'aurais pu être quelqu'un de télé qui fait des livres opportunistes toute sa vie, vous voyez, comment j'ai maigri, comment je fais briller mes cheveux, tout ça, des trucs intéressants. Mais René, il m'a permis de faire ma première fiction. Et donc, je me suis dit, le roman, j'ai osé, en fait. Il m'a aidé à oser. Je crois que j'avais un peu de pudeur là-dessus. Oui, mais en même temps, il vous a fait découvrir et vivre votre passion de l'histoire, car vous aviez au départ une passion d'histoire, Agnès Michaud. Oui, ça j'ai toujours eu. Alors parce que bon, le premier métier que j'ai voulu faire, avant qu'on m'en dégoûte en me disant que c'est un prof d'histoire qui m'en avait dégoûté, je vous raconte, je voulais être archéologue. J'ai eu le malheur de dire ça à un prof d'histoire quand j'étais au collège, je sais plus en 3e ou en 4e. Il m'a dit « Oh non, faites pas ça, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de crédit, vous allez finir sur des chantiers minables, et puis vous serez dégoûté de la vie. » Et alors, je suis sortie de là et j'avais abandonné l'idée de l'archéologie, sauf que profondément, c'est toujours en moi. J'aime profondément l'histoire. Je passe ma vie devant les documentaires d'archéologie d'Arte. Vie passionnante. Je vais faire envie aux gens, c'est glamour. Hein. Non, mais j'adore ça. Gens, oui. Mais j'adore ça. J'ai passé ma vie, quand j'étais enfant, à creuser dès que j'allais visiter un château en loose dé près des douves pour trouver des trucs. Oui, non, mais... Vos parents vous ont fait visiter tous les châteaux de la Loire, ça vous a aidé. Oui, non, mais ça, c'est les enfants tourangeaux, vous savez, vivent environnés des plus beaux châteaux de France. Donc ça fait partie de notre imaginaire à tous en Touraine, les châteaux. Alors, vous avez commencé à écrire et surtout à vous documenter. Parce que lorsque vous préparez un livre, c'est énormément de travail avant de commencer à écrire. Oui, parce que même si je vais faire des mises en scène fictionnées, par exemple, j'avais écrit un livre qui se passait à Florence à l'époque de Botticelli. Tant que j'arrive pas à me balader dans la Florence de l'époque, j'arrive pas à écrire. Donc, je suis obligée de me documenter. Et puis, ce que j'aime, quand même dans un roman, il y a des romans où c'est pas la peine, qui sont de pure imagination, mais enfin, quand c'est pas de pure imagination, le réel, ça convoque les âmes mortes. Et j'aime bien quand il y a les âmes mortes dans mes livres. Oui, mais en même temps, vous savez tous vos personnages, y compris leur date de naissance, le lieu où ils ont grandi. Mais oui, encore une fois, je pense que ça participe de leur incarnation pour le lecteur aussi. Si moi j'y crois à mort, le lecteur normalement devrait y croire un peu au moins. Et vous avez aussi une technique très particulière, Agnès Michaud, lorsque vous avez construit vos personnages, vous les placez dans une reliure très particulière. Une reliure d'étudiants. Vous faites des reliures de... Oui, alors ça c'est comme ça que je fais. Quand j'ai fini d'écrire un livre, pour pas gaspiller du papier quand même, l'écologie est passée par nous quand même maintenant, j'imprime parce que j'aime bien lire sur du papier. Et donc je vais aux reprocopies d'étudiants
à côté de chez moi et je le fais bêtement relier, coller et ça me fait une sorte de bouquin. Alors je le fais souvent en format A5 pour que ça ressemble à un livre que je peux trimballer avec moi et comme ça corriger quand ça me vient et quand j'ai le temps et tout ça. Ça j'aime bien. Mais ça, C'est mon rituel. C'est un énorme travail. Oui, mais il y a, enfin, comment dire, bien sûr, je comprends ce que vous dites, mais moi, je suis toujours gênée quand on me dit ça parce que il y a des gens qui travaillent, qui ont des métiers très difficiles, avec très peu de reconnaissance, hein, de la pénibilité et très peu de reconnaissance de la pénibilité. Vous voyez, certes, je ne vais pas vous dire qu'écrire c'est facile parce que ça ne l'est pas. Ça demande beaucoup, mais enfin quand même. Je fais exactement ce qui me ressemble, sans hiérarchie, dans la liberté de mon temps. Donc, si j'ai décidé de travailler 20 heures par jour, c'est mon problème. Vous voyez, ce n'est pas une exigence extérieure pour me punir. Je me punis moi-même, donc j'ai le droit. Donc, quand même, c'est une grande chance. Oui, et en plus, vous avez l'art du renouvellement parce que vous touchez à tous les genres. Exemple. Les Bee Gees, un classique, qui ont écrit, ils l'ont écrit sur l'escalier du studio du château d'Hérouville en France, parce qu'ils l'enregistraient en France pour des questions fiscales à l'époque. Et on en revient à René Guiton, parce que René Guiton, avant d'être éditeur chez Hachette, avait été directeur de BMG, et c'était la vanne entre nous, parce que je suis une grande fan des Bee Gees, et je disais de toute façon, toi je t'adore parce que tu as eu les Bee Gees dans ton bureau. Voilà. Et donc vous avez écrit un roman autour des Bee Gees. Oui. Enfin, avec un titre hommage, ça s'appelait Staying Alive, et c'était un roman américain, puisque c'était l'histoire d'une jeune fille qui allait rencontrer son père américain. Vous savez, en France, il y avait des bases américaines, je dis ça pour les plus jeunes qui ont oublié, pendant très longtemps, hein, jusque dans les années 60. Et donc, beaucoup de jeunes Françaises ont rencontré des GI américains, sont tombées amoureuses, les ont épousées et souvent sont parties aux États-Unis. C'est l'histoire de ma tante avec mon oncle. Et donc, à partir de ça, j'ai fait une fiction, voilà, d'une jeune fille qui part aux États-Unis découvrir son père. Et en trouvant toujours dans vos livres un angle original, exemple Zelda, qui raconte la rencontre entre Zelda et puis Francis Scott Fitzgerald, là aussi, c'est un angle très particulier d'une histoire que tout le monde connaît. Oui, parce que d'abord, c'est un couple fascinant. Fitzgerald est un immense écrivain, peut-être plus immense qu'on ne le dit souvent. Vraiment, très important. Et sa vie avec Zelda a fait beaucoup de ses romans. Donc, c'était un travail fascinant, c'était un roman, mais pareil, c'était un roman documenté qui essayait de ne pas raconter d'idiotie. Et Gatsby, que tout le monde connaît aujourd'hui, a eu une première version, ce qu'on ne sait pas toujours, qu'il a écrit en juin 23 dans le Minnesota, une 40aine de pages. On en a retrouvé que 2 qui sont aujourd'hui dans un musée, donc ça a totalement changé. Et puis, il y a eu surtout La fabrication des chiens, 3 volumes, avec un homme, un journaliste, et son chien Médor. Louis Daumal et son chien Mégo. Mégo. Alors, le héros de La fabrication des chiens appelle ce chien Mégo parce qu'en fait, il le trouve dans la rue, par terre, allongé, donc comme un mégot, quoi. Et que ça va bien à ce pauvre chien qui n'a pas vraiment de race et voilà, qui est un cabot. Alors ça, c'était mon premier gros travail de documentation. Je me souviens à la fin avoir dit un truc stupide du genre... J'ai jamais autant travaillé pour un livre, puisque j'allais enchaîner sur la biographie de Huysmans et j'allais travailler plus. Ouais. Donc, faut jamais dire ça. Vous racontez 1889-1909 avec des détails très précis. Oui. Et surtout, je crois que vous avez lu Le Figaro de l'époque, chaque page. Oui, alors c'est-à-dire que chaque volume se passait sur 3 mois d'une année. Donc il y avait 1889, 1899, 1909. Pour qu'il y ait un peu d'écart, pour que mon héros puisse vieillir entre les volumes. C'était une trilogie. Et donc, l'idée, c'est que je voulais tout savoir de la vie pour faire une reconstitution qui allait me permettre la fiction, c'est-à-dire d'inventer. Vous savez, quand vous avez une base vraie, vous pouvez vous permettre d'inventer. Donc, je voulais savoir s'il y avait une boulangerie à tel numéro, le nom du boulanger si possible. Donc, alors là, j'ai passé ma vie dans Gallica, le site de la Bibliothèque nationale, qui devrait être... la plus grande fierté nationale parce que c'est un trésor
infini et d'accès gratuit, et j'espère que ça va le rester. C'est l'honneur de la France que ce soit gratuit, où on peut consulter absolument tout, des livres de coloriage, les numéros du Figaro, sur, je sais pas, 100 ans quasi. Vous voyez, et alors c'était une mine, je lisais les journaux anciens, et notamment le Figaro, parce que le héros devenait stagiaire au Figaro. Et là, vous avez vraiment l'époque. Vous la sentez. Alors, il y a les publicités, les articles. C'est génial. Et les annuaires. Ah, les annuaires. J'adore les annuaires. Je lis des annuaires pour écrire mes livres parfois. Et cette documentation, elle vous a servi, à mon avis, lorsque vous avez écrit ce livre qu'on va évoquer à travers la date du 28 août 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Agnès Michaud. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agnès Michaud. On a parlé de votre parcours à la télévision, vos débuts en littérature. Et le 28 août 2025 est sorti un livre, Huysmans vivant, au Cherche Midi. Alors, c'est une biographie de 700 pages sur un homme qui a changé la littérature du 19e siècle et qu'on avait oublié. Je crois que depuis 67 ans, il n'y a pas eu de vraie biographie sur lui. Oui, la dernière, vous devez avoir raison, je ne fais pas le calcul, elle était sortie en 1958 chez De Noël. Elle avait été écrite par un Anglais, Boldick, donc c'était une traduction. Et depuis, il n'y avait pas eu de véritable biographie. Il y a eu des livres, hein, et de très bons livres sur Huysmans, mais jamais de véritable biographie. Donc je crois qu'il était temps, d'abord parce que Boldick, était de son époque, et que donc il y a des choses qu'il fallait revoir, et surtout parce qu'il n'avait pas eu accès à une correspondance très importante de Huysmans avec son ami hollandais Harish Prins, qui est une foule d'informations, d'éclairage, voilà. Donc il y avait besoin. Et puis vous voyez, il faut être très humble dans ce métier. Moi j'en fais une là maintenant, dans 10 ans, ou peut-être avant d'ailleurs, quelqu'un en fera une autre parce qu'on aura redécouvert autre chose et puis dira qu'il n'est pas d'accord avec moi. C'est bien. C'est vivant. C'est l'un des plus grands auteurs du 19e siècle, Joris Karl Huysmans. Et si vous y êtes intéressé, c'est pas par hasard, parce qu'au départ, ça a commencé par un livre que vous avez acheté dans un salon du livre. Oui, à la fête du livre de Toulon en 93. Oui, c'est pas neuf. En fait, Huysmans m'a intéressé parce que la majorité de ma vie, il m'a pas intéressé. Je m'en méfiais un peu. Je m'en méfiais parce que mes camarades de prépa, toujours des hommes, qui lisaient Huysmans, je les trouvais un peu pédants, un peu snob, un peu... Bref, des dandys à la Des-Esseintes, comme on est à cet âge-là parfois, c'est pas grave. Et donc j'ai mis longtemps à le lire. J'achète ce bouquin chez un bouquiniste à la fête du livre de Toulon. Je crois que je fais à peine gaffe que c'est un livre de Huysmans. Je trouve le livre joli, il est pas cher, il vaut 10 balles. En fait, c'est quand même une édition originale de là-bas. Et je lis ce livre, mais je crois que je n'y comprends pas grand-chose à l'époque. Que je n'y prends pas de déplaisir, mais je n'en profite pas vraiment. Et le temps passe, et dans La Fabrication des chiens, mon héros, Louis d'Aumale, parce que Louis d'Aumale habite rue du Dragon, se fait copain avec un voisin de quartier qui est Huysmans, qui habite au 11 rue de Sèvres à 2 minutes. Et en fait, là, ça commence, parce que pour La Fabrication des chiens, je suis obligée de me documenter pour pas raconter n'importe quoi. Et donc là, je me mets à en lire, et le type me passionne. Parce qu'on ne le connaît pas finalement. Vous avez fait avec ce livre un ouvrage destiné au grand public, car il y a plein d'anecdotes sur quelqu'un qui était seulement connu des spécialistes, Agnès Michaud. En fait, c'est peut-être l'étrangeté de ce livre, c'est que c'est comme un livre d'universitaire, parce que c'est une documentation et c'est sérieusement raconté, mais c'est écrit, comme ne le sont pas toujours les biographies universitaires, qui sont plus sèches, qui ont une écriture plus académique ou plus scientifique. Et puis aussi, ça vient d'une vieille dégoûtation que j'ai depuis la prépa. Je trouvais toujours très pénible de lire des livres où il y a des notes à la fin. Vous voyez, vous avez un livre, puis alors vous êtes obligé d'aller à la fin. Donc j'avais dit tout de suite, j'avais prévenu, il n'y aura pas de notes de bas de page, il n'y aura pas de notes à la fin. Et s'il y a des informations qui doivent être données, elles le seront dans le texte. Voilà, comme ça on lit et on a tout de suite en lisant. Donc effectivement, c'est un livre qui peut servir à des étudiants ou à des gens cultivés sur la question, mais j'espère, je crois que vous me l'avez dit un peu avant qu'on ait l'antenne, ça se lit quand même bien. Je crois que c'est assez passionnant à lire, j'espère. Enfin, il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout Huysmans, et qui mon papa par exemple, et qui m'a dit, et il me fait pas forcément de cadeaux, mon papa avec mes livres, je sens quand il aime vraiment ou quand il aime pas.
et qui prennent plaisir à pénétrer dans cette existence, je pense, parce que... mais je ne l'ai même pas fait exprès. Je pense que c'est Huysmans qui me l'a commandé. Il y a eu un moment comme une osmose et il y a une écriture qui s'est imposée et qui, effectivement, n'est pas l'écriture académique de la biographie. Puis vous avez des points communs avec lui. Pas mal. Oui. Vous habitez même pas loin de où il habitait. On a habité aux mêmes adresses. J'habite depuis 40 ans, comme lui, dans cette rive gauche, qui a beaucoup changé. Mais voilà, donc mes pas sont dans ses pas depuis 40 ans, dans ce quartier. Donc ça, c'est très étrange. Et puis, on a plein de défauts communs. Je suis une angoissée du voyage. Je suis toujours 3 heures à l'avance dans les gares. J'adore voyager, mais il faut que je me fasse un peu violence parce que j'ai quand même une angoisse fondamentale à bouger. Voilà. Bon, au fur et à mesure où je trouvais des renseignements sur l'homme, je me disais, oh la vache, on se ressemble, j'ai des névralgies, j'ai mal au bide. Je me disais, soit c'est tous les écrivains qui ont des névralgies et qui ont mal au bide, mais non, pas tous apparemment. Mais moi, je fais partie, comme lui, des écrivains à névralgie et mal au ventre. Alors, voilà. Il se trouve en plus que ce livre, c'est un voyage que vous faites, puisque vous allez dans les rues où il a vécu. Et donc, pour le lecteur, on suit comme un parcours la vie de Huysmans. Oui, puis alors... c'est un type qui aimait bien la vie assez routinière et même la forme de sa vie. C'est un grand Parisien, hein, il a très peu quitté Paris. Si vous pouvez faire l'intégralité de sa vie, si vous venez visiter Paris ou si vous habitez à Paris, en à peu près 20 minutes. Il est né rue Suger, il a été baptisé à Saint-Séverin, il a habité rue Saint-Sulpice, puis rue de Sèvres. Bon, après, il y a quelques escapades, mais après, il y a un peu de rue Monsieur, de choses comme ça. Puis il est mort à Saint-Placide. Donc oui, c'est un parcours assez petit. Donc ce n'est pas un... C'est pas un solide, vous voyez, c'est pas un Hemingway, c'est pas un Victor Hugo, quoi. C'est plus souffreteux que ça, et puis c'est voyage autour de ma chambre. Et au départ, Huysmans, c'est un petit fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Oui, alors, il a toujours eu l'ambition d'écrire, mais comme il n'est pas bien né, en tout cas, il est né modestement. Sa mère avait un petit commerce de brochage de livres, qui rapportait pas grand-chose, et il avait plein d'ancêtres, grands-pères, arrière-grands-pères, dans la fonction publique. Donc, il a eu accès assez facilement, il a eu ses entrées, il a pu rentrer dans la fonction publique. Donc, il est rentré au ministère de l'Intérieur, à la Sûreté Générale, où il a fait toute sa carrière, jusqu'à la retraite officielle. Il disait pique-pendre de son métier. Je pense qu'il en rajoutait, parce que finalement, ce métier à la Sûreté Générale lui ressemble assez. Il est un peu flicard dans son écriture, il enquête, il va dans le détail. Donc, il devait être, même si parfois il a des collègues qui ont dit du mal de lui, mais beaucoup ont dit que c'était un fonctionnaire zélé. Il se trouve aussi qu'il commence à écrire, que son premier livre, sa mère l'envoie à l'éditeur de Jules Verne, et bien sûr, ça ne correspond pas du tout au style de la maison. Vous imaginez quand vous êtes un jeune homme qui se prend pour un adulte, c'est maman qui vous emmène chez votre premier éditeur, et évidemment ça se passe. Alors, Hetzel, qui est donc l'éditeur de Jules Verne, entre autres, a lu très consciencieusement son manuscrit, c'était le Drageoir à épices, et a tout annoté, et on possède encore les annotations d'Hetzel qui sont... c'est terrible, quoi. Et donc, en fait, ce rendez-vous avec Hetzel se passe très très mal. En gros, Hetzel lui dit, je crois que franchement, il faudrait envisager un autre métier que la littérature. Donc, on peut se dire qu'il était jeune, c'est tellement décourageant, ça aurait pu mettre fin. Et bien là, il y a le vrai écrivain, parce que ça n'a pas mis fin. Ça n'a pas mis fin, ça ne l'a pas découragé. Alors, ça l'a découragé, il était proche du suicide, hein. Mais il y a eu le rebond et il a persévéré. Alors, il se trouve qu'on ne le sait pas assez, Huysmans a inventé une langue nouvelle dont sont inspirés aussi bien Paul Valéry que Michel Houellebecq aujourd'hui. Oui, alors c'est un grand styliste, hein. En dehors d'être un fabuleux observateur de la modernité de son époque, qui est un peu aussi la nôtre, c'est un grand styliste, il pratique le néologisme avec bonheur, et il a inventé quelques mots, dont un qui est passé totalement dans le langage courant. Les gens ignorent absolument que c'est Huysmans qui a inventé cet adjectif. C'est l'adjectif désuet, oui, qui n'existait pas avant lui.
Voilà. Et il invente avec un travail très précis, car chaque mot est pesé et chaque texte est réfléchi. Et il va inventer le naturalisme, qui est, c'est la façon de travailler aujourd'hui, tout simplement, avec de la documentation, ce que vous faites, et personne ne l'avait fait avant lui. C'est-à-dire que, alors, le naturalisme, strictement, ça vient de Zola. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est Huysmans et ses copains, c'est-à-dire une bande de jeunes, qui fondent l'école naturaliste en se payant le culot d'aller voir Zola, qu'ils considéraient comme leur maître. Et en fait, toute cette petite bande va dîner chez Trapp. Et du coup, c'est la naissance de l'école naturaliste. Mais donc, c'est initié par des jeunes admirateurs, dont Huysmans. Et d'ailleurs, Zola est présent, mais il y a tout un monde du 19e siècle qui va de Maupassant à Théophile Gautier et aux frères Goncourt, qui est présent dans l'histoire, car Huysmans a connu tous ces gens-là. Ce qui est génial, c'est que quand on ne connaît pas du tout Huysmans, par contre, on connaît absolument tous ses amis. C'est-à-dire que ses amis, c'est Paul Verlaine, c'est Goncourt, c'est Barbé d'Aurevilly, c'est Villiers de l'Isle-Adam, c'est Flaubert, j'en oublie plein. Donc vous voyez, il est vraiment au cœur de votre Lagarde et Michard du 19e siècle. Et lui, aujourd'hui, reste second couteau et les autres sont plus connus que lui, alors que vous avez eu absolument raison de le dire, il est fondamental dans la littérature française. Il a beaucoup aidé à transformer le roman, à lui donner sa forme moderne. D'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est pour de multiples raisons, mais André Breton, surréaliste, avait la plus grande admiration pour Huysmans. Il se trouve aussi et c'est aussi un passionné d'art, parce que sa famille, il y avait dans ses ancêtres des peintres flamands, et il devient un critique d'art qui va découvrir les plus grands peintres de son époque. Oui, et c'est un magnifique critique d'art. Ces articles, alors ça, c'est des articles qu'il publiait dans des journaux ou des revues. Bon, souvent pour gagner sa croûte, mais il y prenait un véritable plaisir parce qu'il avait cette espèce d'atavisme. Son père, hollandais, était venu pour faire carrière de peintre et puis ça a été l'échec. Et le père est mort quand Huysmans avait 8 ans. Et donc, il a très vite choisi le côté du père. Et il y a comme une sorte de fantasme de la généalogie hollandaise qui serait pleine d'artistes merveilleux. Alors, vous pouvez aller vous faire votre avis en allant au Louvre, où vous verrez des tableaux de Cornelis Huysmans, qui est donc l'ancêtre de Joris Karl Huysmans. Et puis vous évoquez le personnage très curieux, parce que il fumait énormément, il était dans la débauche, il a eu une femme, Anna, qu'il a traitée comme on ne peut pas imaginer traiter une femme aujourd'hui. C'est très particulier. Ah, je suis pas d'accord avec vous, il la traite bien, Anne. Il la traite bien, mais enfin... Alors, il la traite bien, mais il ne l'épouse pas. Mais il est mignon parce que c'est une sorte de célibataire insatisfait, c'est-à-dire qu'il voudrait être célibataire et il voudrait être marié, mais il n'aime ni l'un ni l'autre. Ni être célibataire, ni être marié, ce qui est compliqué. Donc, il vit avec une femme pendant très longtemps, jusqu'à ce que la pauvre, malheureusement, décède d'une des formes de la syphilis. Et donc, ils n'habitent pas au même endroit. Elle habite dans le 5e, il habite dans le 6e. Il ne la voit que le week-end, il est très, très organisé. Hein. Le sexe, une fois par semaine, la femme, une fois par semaine. Enfin, voilà. Mais il a toujours été fidèle avec elle. Il s'est toujours très bien occupé d'elle et des 2 filles qu'elle avait, qui n'étaient pas ses enfants à lui. Il a été un bon papa. D'ailleurs, une des filles, elle a toujours appelé Papa Georges, même quand elle était adulte. Donc... Et il se trouve aussi qu'il a fini sa vie, curieusement, en découvrant l'Église, en vivant pratiquement comme un moine, Agnès Michaud. Oui, parce qu'il fait partie, bon ça, il y en a eu beaucoup après lui. En fait, Verlaine est un peu le premier à s'être converti, puis après, le grand converti, c'est Huysmans. C'est une époque aussi, vous voyez, c'est une époque où dans la République, on va faire la loi de séparation des églises et de l'État. Donc là, il y a une sorte de combat dans la société française. Huysmans, non pas par combat ou politique, la politique l'a toujours emmerdé, mais je pense par évolution personnelle de sa pensée, prend en compte l'invisible, écrit un livre sur le satanisme contemporain. Il est athée, pouvons-nous dire, à cette époque, et il est convaincu finalement de l'existence du diable après s'être documenté, avoir fréquenté des gens bizarres à Lyon, à Paris, soi-disant avoir assisté à une messe noire, dit-il. Bon, il n'y a pas de preuves formelles. Voilà. Et du coup, très logiquement, il va vers Dieu. Et donc, il se convertit. Il va dans des monastères. Il devient oblat à Saint-Martin de Ligugé, dans le Poitou. C'est la fin de sa vie. Il devient catholique.
Tout ça est dans ces 700 pages de Huysmans vivant que vous avez mis 1 an, je crois, à écrire en travaillant presque jour et nuit. Oui, c'est-à-dire que finalement, la durée n'a plus aucun sens parce que quand j'ai reçu le livre, je l'ai ouvert et j'ai fait « c'est impossible ». Je me suis dit « comment j'ai fait ?» Ben, ça s'est passé. Ouais. Voilà, ça s'est passé intensément, mais ça s'est passé. Et ce qui va se passer, c'est qu'une nouvelle génération va découvrir J'espère. ce maître de la littérature. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, Agnès Michaud, parce que ce livre mérite effectivement le détour, comme la carrière de Monsieur Huysmans. Merci Agnès Michaud, ça s'appelle donc Huysmans vivant et c'est au Cherche Midi. Merci beaucoup. Continuez ainsi à faire d'autres livres. Merci beaucoup, Merci Jacques. Agnès Michaud. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.